The Lawfare Brief, le podcast. Je suis Chiara Parisi, chercheuse postdoctorale au laboratoire LADI de l'Université Côte d'Azur, et vous écoutez le podcast du programme de recherche Lawfare et instrumentalisation du droit international. Les crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, posent une question essentielle. Comment rendre la justice lorsque les institutions nationales sont affaiblies, contestées ou parfois elles-mêmes impliquées dans les violences? Face à cette difficulté, une solution intermédiaire a progressivement émergé, les tribunaux pénaux hybrides. Leur architecture mixte, censée garantir équilibre et légitimité, peut aussi les rendre vulnérables à des tentatives d'instrumentalisation politique. Nous allons en discuter aujourd'hui avec Madame Maddalena Cogorno, chercheuse postdoctorale à l'Université de Florence, et les docteurs en droit public de l'Université de Pavie, sa thèse portant sur la justice pénale hybride. Ces axes de recherche se concentrent principalement sur la tutelle du patrimoine culturel et elle travaille également sur les crimes internationaux et les droits des victimes et plus généralement sur la justice pénale internationale, thème qui nous occupera aujourd'hui. Nous allons en effet discuter ensemble de sa contribution sur le lawfare dans les tribunaux pénaux hybrides, publié dans les actes de la Summer School du réseau Emoji sur les utilisations stratégiques du droit international et du droit européen. Elle a travaillé comme experte au sein du programme des Nations Unies d'assistance au procès des Khmers rouges. Nous y reviendrons lors de nos discussions. Bonjour Madame Cogorno, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Alors, votre contribution, je le disais à l'instant, s'interroge sur les utilisations stratégiques des procédures mises en œuvre lors de l'établissement et fonctionnement des tribunaux pénaux hybrides ou mixtes et démontre finalement qu'il est possible d'identifier plusieurs formes de l'offert. Alors, on y reviendra plus tard, mais avant d'aborder le thème spécifique du lawfare, pouvez-vous nous présenter brièvement les tribunaux pénaux hybrides? Qu'est-ce un tribunal pénal hybride et quels exemples a-t-on connus jusqu'à aujourd'hui? Certainement. Donc, il n'existe pas de définition établie du tribunal pénal hybride. Nous devons donc la reconstruire en observant les tribunaux existants. En termes généraux et négatifs, on entend par tribunal hybride un organe exerçant un pouvoir judiciaire qui ne peut être catégorisé ni comme international ni comme national. En termes positifs, l'hybridité concerne une activité judiciaire se déroulant dans un forum où deux éléments locaux et internationaux cohabitent. Ces éléments, qui sont modulés de façon différente en termes de qualité et de quantité, sont la base juridique, la composition du personnel et la structure de la juridiction, les droits applicables, matériels et procédurels, la compétence personnelle, matérielle, territoriale et temporelle, la relation avec le système judiciaire national ou, les cas échéants, avec d'autres juridictions ayant une compétence potentiellement concurrente, les sources de financement et d'un certain nombre d'éléments factuels supplémentaires tels que la langue et la localisation du tribunal. Du coup, chaque tribunal hybride est le résultat d'un ensemble spécifique de ces facteurs qu'on peut appeler d'hybridation. Ils sont réunis, tous ces tribunaux, dans une catégorie unique grâce à une perspective fonctionnelle dans laquelle les auteurs cataloguent comme tribunaux hybrides les tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, les panels spéciaux pour les Timor-Leste et les Kosovo, les chambres extraordinaires pour le Cambodge, qui ont tous déjà achevé leur mandat, et les tribunaux encore actifs, la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine et les Kosovo Specialist Chambers. Merci beaucoup. Et donc, c'est effectivement ces éléments-là qui font l'intérêt de ces tribunaux pénaux hybrides. Donc, dans votre article, vous présentez les tribunaux pénaux hybrides comme, je cite,
des tribunaux qui reviennent à la mode, car offrent des solutions agiles pour résoudre les conflits en période de défiance et j'ajouterais même d'enlisement, de la Cour pénale internationale. Vous alertez aussi sur les possibles manipulations de ces structures. D'abord, je vais vous poser une question large. Les tribunaux pénaux hybrides sont-ils créés exclusivement dans l'objectif de punir les auteurs des crimes ou servent-ils finalement d'autres intérêts? Mais j'imagine que nous pourrions apporter une réponse nuancée quand même à cette question. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il s'agit de tribunaux. Et c'est qu'à ce titre, leur fonction officielle est de vérifier la responsabilité de certains individus dans la commission des crimes, qu'il s'agisse des crimes internationaux, comme les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ou même des crimes nationaux, comme la meurtre ou le viol. Il ne faut pas oublier cela lorsque parfois nous en attendons davantage lorsque nous leur imposons des attentes en matière de succès des procès, de rapidité, de nombre élevé de condamnations. Il est vrai, cependant, qu'aujourd'hui, la décision de créer un tribunal pénal hybride n'est plus uniquement dictée par la volonté de poursuivre les crimes, mais s'inscrit plutôt souvent dans un projet plus large de justice transitionnelle qui vise à accompagner un pays donné d'une situation d'instabilité vers une situation de paix, de stabilité et d'état de droit. En effet, par leur structure, les tribunaux hybrides sont en mesure d'assurer d'autres fonctions et de répondre à d'autres objectifs. J'ai parlé précédemment d'une catégorie fonctionnelle. Plusieurs auteurs regroupent en effet les différents tribunaux hybrides sous l'angle des effets extrajudiciaires qu'ils produisent, promouvoir des processus de pacification dans les communautés territoriales touchées par des terribles guerres civiles, contribuer à l'intégration dans les systèmes juridiques nationaux des éléments permettant aux organes étatiques en formation d'exercer une juridiction pénale indépendante dans l'intérêt supérieur de la communauté internationale. Par exemple, une certaine possibilité de capacity building, c'est-à-dire de développement d'une compétence juridique dans les pays. En effet, si le tribunal est composé des juges nationaux et internationaux, ces dernières peuvent garantir des standards élevés de bonne conduite du procès et potentiellement transmettre leur savoir juridique aux juges nationaux. À l'inverse, les juges nationaux peuvent offrir une meilleure compréhension des traditions juridiques locales. De plus, les décisions des tribunaux pénaux hybrides créent une jurisprudence fiable sur les faits. Et les archives qu'ils produisent constituent un véritable matériau pour la mémoire nationale. Cela peut aider à cultiver la conscience collective, soutenir les processus de réconciliation et offrir à l'État un socle de preuves pour prévenir la répétition des crimes. Dans un autre sens, la demande d'un État visant à obtenir une aide internationale pour créer un tribunal mixte peut traduire un désir de réintégrer la communauté internationale, de s'assurer une aide économique, un réseau de coopération ou de restaurer une certaine crédibilité internationale après une période de troubles, de conflits. Et cela que toutefois sur un plan éminemment politique, pas lié au corps du mandat d'un tribunal pénal hybride. Donc, en résumé, la réponse est vraiment nuancée. Donc oui, ils poursuivent
des auteurs de crimes graves, mais leur rôle dépasse largement la seule sanction. Les tribunaux pénals hybrides sont à la fois un outil judiciaire, un instrument de consolidation de la paix, un levier de renforcement institutionnel et parfois un moyen pour un État de réaffirmer sa place sur la scène internationale. Merci beaucoup. Et dans le même sens, vous affirmez dans votre contribution que le droit international pénal se situe à la croisée du droit et de la politique. Pourrions-nous donc affirmer que l'instrumentalisation du droit international pénal est finalement facilitée par l'objet même de ce droit et qu'il existe une forme d'usage stratégique de la justice pénale internationale qui en assure la mise en œuvre juridictionnelle? Le droit international est certainement un bon terrain pour la mise en œuvre rapide des choix politiques des États. Il repose sur une conception horizontale des relations interprétatives de la communauté internationale, ainsi que sur les principes de souveraineté étatique. En outre, les États sont les principaux sujets du droit international. Ils sont donc les premiers promoteurs des normes juridiques internationales, tant au sens positif, par la conclusion des traités par exemple, que par leur propre comportement dans le cadre du droit coutumier. La volonté des États, qui est intrinsèquement une vérité politique, se traduit donc immédiatement par les obligations que les États eux-mêmes assument au niveau international, d'où l'intersection naturelle. En plus, en réalité, j'ai parlé dans ma contribution plus spécifiquement du droit pénal international comme terrain d'intersection. Euh, Ici, la situation est à la fois plus délicate et plus spécifique. C'est plus délicat parce que les contenus du droit concernent des valeurs qui touchent la conscience de l'humanité, telles que la protection des civils dans les conflits armés et l'affirmation des droits de l'homme, parmi lesquels, avant tout, le droit à la vie. C'est plus spécifique parce qu'il fait référence à une branche du droit international très circonscrite qui traite exclusivement de quelques types de crimes. Je le répète, le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et dans une certaine mesure l'agression, et qui dispose d'un éventail d'instruments assez restreint pour les traiter, parmi lesquels les tribunaux dont nous accompagnent. Néanmoins, on peut affirmer, en effet, qu'au cours de sa brève histoire, le droit international pénal a été utilisé pour obtenir des avantages dans des négociations politiques et pour légitimer certains actes ou pour inviter des parties extérieures à juger des comportements lors d'une guerre ou même à régler des différends. Les tribunaux qui ont traité des crimes internationaux ont été utilisés par la communauté internationale comme un outil dans l'arsenal des maintien de la paix et de la sécurité, mais ils sont intrinsèquement une double nature, en tant qu'instrument juridique et en tant qu'institution internationale. Euh, Ces double nature, cette intersection entre les droits et la politique dans la prévention et la répression des crimes internationaux devient alors un terrain fertile pour l'utilisation stratégique du droit pénal international. Il est aussi vrai qu'il existe un postulat de base selon lequel la justice traitant des crimes internationaux devrait être apolitique et guidée uniquement par des critères judiciaires pour choisir ou intervenir. Certains auteurs opposent même à l'existence de l'affaire la responsabilité morale de la communauté internationale de veiller
à ce que le système de poursuite des crimes internationaux soit juste et résiste aux tentatives de manipulation et de subversion des États. Cependant, la réalité empirique montre qu'aucun cours, qu'aucun tribunal ne peut pas s'isoler entièrement de la politique internationale, ni se permettre d'ignorer les implications politiques des interventions. Merci beaucoup. Et là encore, donc on voit qu'on a pu apporter une réponse nuancée. Alors, si on comprend bien en lisant votre, contribution, il y aurait 3 formes d'entendre le lawfare, dans le contexte de la justice pénale internationale, une façon neutre, une positive et une négative. Et pour la définition de ces 3 formes de lawfare, je renvoie bien entendu à votre contribution. Mais si on s'arrête un petit peu sur le lawfare négatif, celui-ci renvoie au recours à la justice pénale internationale comme terrain de poursuite politisée. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets qui illustrent cette utilisation dans le cadre de la justice pénale hybride? Procès qui se situent finalement dans le contexte de conflits qui sont géographiquement, circonscrits. Les lawfare dans la justice pénale internationale a été considéré négativement à cause de son lien avec une stratégie d'utilisation des processus internationaux potentiellement dans le but d'éliminer des rivaux politiques par les biais des poursuites politisées. Lorsque la partie qui active le processus de création d'une nouvelle juridiction hybride, comme c'est fut le cas pour la majorité d'entre eux, est à la fois impliquée dans les conflits et les souveraines du territoire concerné. Donc, il est facile d'imaginer qu'il existe le risque d'une certaine forme d'ingérence perçue ou réelle et par conséquence, la potentialité dangereuse de l'utilisation du droit, et soit neutre, en le faire négatif. Délimiter les champs d'action du tribunal en premier lieu peut conduire à une utilisation négative, euh, dictée par l'objectif ultime de vouloir faire cesser ou au moins dévier l'activité du tribunal. Ça s'explique bien en faisant une comparaison entre les chambres extraordinaires pour Cambodge et le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Ces derniers, le tribunal spécial, a limité sa compétence personnelle aux individus qui avaient the greatest responsibility, including those leaders who, in committing such crimes, have threatened the establishment of and implementation of the peace process in Sierra Leone. La formule pris de le statut du tribunal a été interprété par la Chambre d'appel comme les critères qui guident le procureur dans la discrétionnarité de la poursuite et n'a pas donné lieu à des problèmes pratiques pendant toutes les années de travail du tribunal. Au contraire, la délimitation des compétences personnelles dans le cadre des chambres extraordinaires au sein du tribunal cambodgien a été un des principaux terrains de l'affaire parce que les articles 1 et 2 du statut des chambres n'autorisaient que les procès contre les autres dirigeants et les principaux responsables des crimes commis sur le régime du Kampuchea démocratique. Si le terme dirigeant, autodirigeant, fait référence au plus haut rang du parti Khmer Rouge, la formulation concernant les principaux responsables est assez sibylline et a donné lieu à des interprétations différentes devant les chambres, divisant
profondément les juges. La composante internationale de la Chambre préliminaire a en effet affirmé que l'identification des personnes qui figuraient parmi les principaux responsables implique l'évaluation à la fois de la gravité des crimes présumés ou reprochés et du degré de responsabilité du suspect. Cette évaluation doit être effectuée d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Il n'existe pas de liste exhaustive des facteurs à prendre en considération pour procéder à cet examen, ni des seuils mathématiques pour le nombre de victimes, ni des critères de sélection en fonction du rang hiérarchique. La détermination de la compétence personnelle nécessite plutôt une évaluation au cas par cas, tenant compte du contexte général et de la situation personnelle du suspect. Donc, les conflits sur le sens à donner à cette formule a conduit les co-procureurs nationaux, c'est-à-dire cambodgiennes, à s'abstenir de coopérer avec les co-procureurs internationaux nommés par les Nations Unies en 2009, lorsque ce dernier avait annoncé son intention d'ouvrir des enquêtes contre 5 autres personnes, euh, ouvrant ainsi les affaires 3 et 4 devant la Cour. Ce point a finalement conduit à un profond désaccord entre les co-juges d'instruction sur la même base. Les juges internationaux considèrent que ces individus, c'est-à-dire Awan, Yimtit et Miazmut, étaient principaux responsables, alors que les juges cambodgiens refusaient cette qualification. Avec l'émission finale de 2 ordonnances de clôture distinctes dans chaque cas, l'une par les juges cambodgiens rejetantes et l'autre par les juges internationaux inculpants, le désaccord a été remis à la chambre préliminaire. En plus, la composition des chambres et plus généralement du personnel du tribunal hybride est une expression claire des rapports de pouvoir et de la participation de l'État intéressé et de la communauté internationale à son travail. Les procédures décisionnelles, la composition de chaque chambre, les pouvoirs attribués aux juges locaux et internationaux constituent donc un outil potentiellement très incisif pour intégrer des enjeux stratégiques dans les affaires courantes du tribunal. Cette choix stratégique effectué durant les négociations peut signaler un recours au lawfare au sens négatif pendant le développement des cas, comme on a vu. Dans les travaux des chambres extraordinaires pour Cambodge, l'opposition à tous les niveaux des juges cambodgiens à l'ouverture des nouveaux dossiers n'a jamais été justifiée en termes juridiques, en référence aux preuves ou à la loi applicable, mais plutôt à la hâte sur la base d'une prétendue menace pour la paix et la stabilité et d'un prétendu accomplissement du mandat avec les premiers 2 dossiers. Donc, il est certain qu'il existe des utilisations et des manipulations de la création des tribunaux pour crimes internationaux et que les allégations de partialité et de sélectivité dont font l'objet les opérations des tribunaux affectent la légitimité perçue et réelle de la justice pénale internationale. Il est donc nécessaire
de procéder à des changements systématiques pour que le système de justice pénale internationale y résiste mieux. Merci beaucoup et on le voit avec les éléments que vous avez donnés, qui font finalement à plusieurs échelles de la procédure et de la formation du tribunal, les enjeux spécifiques, de cette forme de justice. Et maintenant j'aimerais revenir, sur votre expérience au sein du programme des Nations unies pour l'assistance au procès, au Khmer rouge. Vous avez travaillé au plus près des procès des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. On le rappelle, ces chambres ont été établies par un accord entre le gouvernement du Cambodge et les Nations unies afin d'enquêter sur les crimes commis entre 1975 et 1979 par les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique, aussi dit Khmer Rouge. Il s'agit bien d'une formation mixte, vous l'avez rappelé, alliant des juges locaux aux juges internationaux et vous avez affirmé dans votre contribution que ces chambres offrent un exemple révélateur de l'influence politique dans une procédure judiciaire. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre cette influence spécifique à ce procès-là? À tout d'abord, il est important de souligner que ma réponse ne repose pas tant sur ma perception personnelle, mais ce que je rapporte a été constaté par de nombreuses organisations non gouvernementales, ainsi que par des chercheurs et des journalistes et des observateurs de la Cour. Donc, en raison de l'environnement difficile dans lequel la Cour a dû travailler depuis sa création, les chambres ont fait l'objet d'allégations persistantes selon lesquelles les gouvernements cambodgiens auraient exercé une ingérence politique dans les activités de la Cour afin de contrôler ses poursuites. Le gouvernement cambodgien a été accusé de retarder les procédures, d'influencer les juges, d'empêcher les témoins de témoigner et de recevoir on peut dire, hautes de vent de la part d'employés cambodgiens des chambres et l'échange des postes au sein de la Cour. C'est quoi le problème? Le problème est que les tensions entre le gouvernement cambodgien et euh, le tribunal ont bloqué les poursuites au-delà de l'affaire nombre 2. Le gouvernement cambodgien s'est ouvertement opposé à l'enquête sur les affaires 3e et 4e, prétendument parce que les suspects sont d'anciens responsables Khmer Rouge dont les intérêts seraient étroitement liés à ceux du gouvernement actuel. En outre, les allégations d'ingérence politique ont entraîné des démissions judiciaires et des désaccords sur la nomination des juges à la Cour. De plus, des allégations de partialité judiciaire ont été formulées à l'encontre des juges nationaux et internationaux de la Cour, ce qui a conduit la défense à demander à plusieurs reprises la récusation des juges pour manque d'impartialité et d'indépendance. L'un des éléments les plus frappants est la succession des juges d'instruction devant les chambres en l'espace de quelques années. Le travail des co-juges d'instruction a confirmé les divergences existantes entre les deux composants du tribunal, car la coopération entre les deux juges a été vraiment difficile. Après avoir été bloqué par son homologue cambodgien, le premier juge d'instruction, Marcel Lemonde, a démissionné de ses fonctions. Le deuxième, son successeur, le juge Blanc, a démissionné en raison des pressions gouvernementales perçues. Le troisième, le juge de réserve,
Casper Ansermet, n'a jamais été officiellement nommé par le Conseil suprême de la magistrature cambodgienne et par conséquent, il n'a jamais été reconnu comme homologue et collègue par les juges cambodgiennes, Boon qui a donc refusé de coopérer avec lui. Quoi qu'il en soit, après seulement 5 mois, c'est que même les troisièmes juges d'instruction, bien que non officiels, et en raison de ces manques d'une appoint officiel du Conseil suprême de la magistrature, a démissionné, invoquant une ingérence politique du gouvernement. Encore une fois. Le quatrième, c'était un ancien procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Mark Hartman, et il a lui aussi démissionné après un mandat de seulement 3 ans, le 27 mars 2015, après avoir signé un désaccord officiel avec les juges procureurs nationaux. Le cinquième et dernier juge international d'instruction, Bolander, a prêté serment dans juillet 2015 et grâce à sa personnalité, ses qualités et ses méthodes de travail, a réussi à coopérer avec les juges des auditions nationales et à conclure les enquêtes dans décembre 2016 de manière impartiale et créative. Mais il n'a pas trouvé une moyenne de s'accorder sur les résultats de ces enquêtes et sur la poursuite des processus. Ça, c'est un exemple vraiment frappant des, des, des liaisons entre les gouvernements et les chambres. Merci et là encore avec votre réponse, vous nous confirmez toute la subtilité en fait de cette forme de justice. Maintenant concernant, la vision positive du lawfare, celle-ci entendrait l'utilisation du droit comme substitut aux armes. Par votre expérience sur le terrain et aussi vos recherches en la matière, combien le droit a permis de se substituer aux armes? Autrement dit, cette vision du lawfare représente-t-elle seulement un postulat théorique finalement? En effet, la perspective positive des usages stratégiques du droit international pénal est celle de conduire les acteurs internationaux et les parties du conflit à substituer les droits aux armes, les encourageant à résoudre leurs différends devant un tribunal avec des possibles avantages immédiats pour les civils, on peut penser, exposés à la violence et pour les victimes, plus précisément. Ça, c'est la perspective d'une utilisation de la justice en tant qu'outil de paix. Et en ce sens, les lawfare seraient les contraires de la guerre. Euh, c'est cependant une position partiellement théorique parce qu'il est loin d'être établi que la poursuite judiciaire des crimes internationaux ait un effet sur la résolution des conflits. Mais nous pouvons toutefois déjà citer des exemples d'institutions judiciaires mixtes, tribunaux hybrides, comme réponse non violente à des situations de conflit en cours. Un exemple frappant et plutôt récent dans les cadres régional européen, dans les cadres du Conseil d'Europe,
est celui de la création d'un tribunal spécial pour l'agression de l'Ukraine par la Russie. L'adoption du statut en 2025 a été rapide, signalant clairement une forte volonté des États du Conseil d'Europe de punir les responsables de cette agression. Et c'est en définitive un acte unilatéral parce que le statut du tribunal indique clairement que l'État victime est l'Ukraine. Il s'agit d'un tribunal seulement pour l'agression, donc un acte en soi unilatéral. Euh, et donc, nous pouvons interpréter cette institution du tribunal spécial comme une forme de prise de position, une forme de déclaration politique euh, dans laquelle, toutefois, il n'est manifestement pas fait recours à la force armée ou à la violence en général, mais où l'on souhaite répondre à une situation de conflit par des moyens procéduraux. Euh, ou- un autre aspect intéressant à ce regard concerne le régime de complémentarité entre la Cour pénale internationale et la Cour pour la République centrafricaine, parce que contrairement au principe de complémentarité de la Cour pénale internationale selon laquelle il appartient aux États de mener les procès internationaux lorsque cela est possible. Il semble qu'un système a été mis en place selon lequel les autres dirigeants seront jugés par la Cour pénale internationale, tandis que tous les responsables des rangs, on peut dire, intermédiaires, euh, qui resterait probablement impuni autrement, sera jugé par cette Cour pénale spéciale. On voit ici clairement donc une planification stratégique de la création des tribunaux qui a des effets positifs en garantissant une lutte plus efficace contre l'impunité et une reconstruction plus complète des faits à tous les niveaux. Et cela, on peut dire, contribue également à la construction de la paix. Merci. Justement, vous citez la question de l'Ukraine et donc, je vais vous poser une dernière question pour terminer. Je vous demanderai quelles sont finalement les leçons à retenir, tirées de l'expérience des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et d'autres, tribunaux pénaux hybrides. Vous mentionnez notamment, vous l'avez fait tout à l'heure, et aussi dans votre contribution, la Cour spéciale pour la République centrafricaine. Quelles sont donc les leçons à retenir, notamment dans la perspective de la création de tribunaux pénaux hybrides futurs? Mais la leçon générale à retenir est que les choix stratégiques peuvent être variés et qu'en soi, la création d'un tribunal est un fait neutre découlant des obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme, d'adhésion aux conventions, de lutte contre les crimes internationaux et de respect de l'interdiction générale du recours à la force. Que leur travail devienne ainsi un terrain propice à des influences négatives ou au contraire à des choix, qu'on peut dire, avantageux, dépendent vraiment de la volonté des États. Donc, on peut dire en fait que l'ensemble des tribunaux hybrides euh, reste un outil extraordinaire de justice internationale
très, très flexible, très adaptable aux besoins des situations. Et cela garantit une grande possibilité de légitimité par les bas. Euh, Cela garantit de préservation des traditions juridiques locales euh, et d'impact significatif sur l'héritage juridique des États concernés face à une histoire où les tribunaux internationaux ont été accusés d'être un outil de colonialisme juridique. Euh, pour conclure, on peut dire qu'il appartiendra donc à la prudence des négociateurs de préserver ces juridictions dans l'affaire négative pour en faire, au contraire, des instruments efficaces de l'affaire positive. Et merci Madame Cogorno pour ces éclaircissements qui nous montrent que même la justice pénale internationale, qui, je pense que vous l'avez parfaitement démontré, qui reste tout de même essentielle pour la résolution de certaines situations de conflit où des crimes internationaux sont commis, peut faire l'objet quand même d'usages stratégiques lorsque des intérêts politiques sont en jeu. Alors, pour approfondir ces aspects, retrouvez son article Le Lawfare dans les tribunaux pénaux hybrides au sein de l'ouvrage Les usages stratégiques du droit international européen sous la direction de Julien Ancelin et Anne Deval aux éditions éditoriales Scientifica.